l'Event Age of Revelation pour la dernière fois, hein. On en a déjà parlé à 4 reprises. Là, avec cette cinquième et dernière partie, on pourra définitivement faire le tour de l'event et également donner un avis, j'ai envie de dire, définitif sur cet événement propre aux X-Men. Euh, donc, je rappelle une dernière fois en quoi ça consiste. Il s'agit de la suite de l'event Age of Apocalypse, un crossover donc très connu des années 90 et plutôt apprécié. Mais cette fois, donc, on ne suit pas Apocalypse, mais son fils Révélation, qui dirige une partie de l'Est des États-Unis dans un univers futuriste parallèle. Donc, on a vu dans les épisodes précédents que les consciences de Cyclope et du Fauve avaient été renvoyées dans le présent pour soutenir les quelques X-Men qui restent. Donc, quand je dis dans le présent, du coup, c'est dans le futur, hein. Les quelques X-Men qui restent pour tenter de renverser ce régime qui a été mis en place donc par Révélation, tandis que de son côté, donc ce dernier est toujours en position de force, même si donc dernièrement, on l'a vu à travers les numéros, c'est devenu un peu plus compliqué. Il a notamment perdu 2 lieutenants, tandis qu'un troisième s'est avéré être un traître. Et il y a carrément Apocalypse himself qui vient lui demander des comptes. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donc jusque-là, Martin et moi avions trouvé que le tout était quand même plutôt de qualité, malgré une certaine stagnation dans les 2 derniers numéros principaux. Donc ça, c'était moi concernant les titres principaux, parce que Martin, lui, il avait fait les tie-in pour cet event. Donc aujourd'hui, on termine avec les 3 derniers tie-in, ainsi que le tout dernier donc, numéro de l'event. Et je vais peut-être te laisser commencer avec les tie-in. Ouais, je crois que c'est les premiers trucs. Euh, Ben en fait, jusqu'au bout, ça aurait été très très bien en fait. Euh, même, même Deadpool, c'est pour vous dire. Euh, Oh. alors, je sais pas pourquoi je les ai mis dans cet ordre-là, mais on va commencer par les X-Vengers, X-Vengers, ça se prononcer comme ça, par Jason Lou et Rain Beredo, qui sont, bah, comme le nom l'indique, la nouvelle version des Vengeurs, mais qui ont été quand même modifiés par le virus. Donc on a beaucoup plus de mutants, quasiment que des mutants, je crois même. Donc on a Scott qui est devenu, qui peut changer de taille, mais il est aussi un peu bossu. On a Vision qui est un petit peu plus change, qui lui a pas trop changé vu que c'est pas un humain, mais voilà. Hawkeye maintenant il a 6 bras, donc du coup il manipule 3 arcs en même temps, ce qui est très cool. Euh, Oh. Danny Moonstar qui a hérité oui, qui a plus ou moins hérité du bouclier de Captain America quand il est mort, enfin de Steve du coup. Shang-Chi transforme tout ce qu'il touche en vert. Euh, et on a aussi, j'ai oublié le nom du dernier gars, Cannonball je crois. Et on a aussi Black Widow qui est bleu maintenant aussi. Voilà. Et c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Euh, c'est littéralement de l'eau. Enfin, je veux dire, voilà, elle peut se transformer en eau. Enfin bref. Euh, donc c'est une équipe d'Avengers quand même assez bizarre, qui se voit un petit peu confrontée à une sorte de, comment le qualifier, de virus. Alors c'est pas le virus. C'est encore différent du virus de révélation, voilà, du X-virus. Ça suffit, Matt. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les blagues. Ça, après, en vrai, elle est bien trouvée. Je vais te l'accorder. Bah, Ça, pour le coup, carrément. voilà. Euh, donc, on a une équipe de Vengeurs qui sont quand même dans un état assez particulier. Tout le monde est un petit peu déprimé. Euh, et en gros, on va aller un petit peu taper. Ouais, on va aller taper Lame. Il y a un problème avec Lame, avec Modok et compagnie. Et on va aller se taper contre eux. Euh, Donc ça, à la limite, c'est cool, c'est sympa. Enfin, voilà, c'est un timing classique. Par contre, on amène des éléments, voilà, je pense un peu plus importants à la trame principale.
Euh, avec tout ce qui se passe autour, voilà, on voit le gouvernement un petit peu plus impliqué que dans les autres tie ce qui amène à certains changements entre les relations entre le gouvernement des États-Unis enfin ce qui reste des États-Unis après en dehors des territoires de révélation. Donc voilà, ça c'est vraiment vu que c'est un titre vengeur, on a vraiment les répercussions un petit peu plus diplomatiques, nationales, de grands enjeux. Euh, et tous les nouveaux pouvoirs un petit peu des vengeurs modifiés, enfin des mutants vengeurs, sont cool et ça donne des scènes d'action plutôt cool. Donc en vrai c'est sympa. Là aussi je pense pas que ce qu'on nous montre dans les tie soit vraiment nécessaire pour la lecture des titres principaux, mais le côté peut-être s'il y a potentiellement des négociations, en tout cas des échanges entre les États-Unis et Révélation, ça vient de là. Euh, je vais enchaîner sur Deadpool parce que il est avant Expatriate X-Men. Euh, je suis pas fan de Deadpool du tout, donc c'est la meilleure surprise des trois. Euh, puisque voilà, Deadpool avec le virus. Alors oui, la cover est très cool. Euh, avec le virus, Deadpool se retrouve un petit peu prisonnier de son corps, où en fait son corps est un peu zombie, mais il est toujours à l'intérieur. Son esprit est toujours là, et des fois il arrive à contrôler son corps, mais des fois il est juste en mode zombie et bouffer des gens quoi. D'où le Undead de Undeadpool. Ouais, les dessins étaient cool aussi dans Deadpool. Dans les trois titres, les dessins étaient au moins bien et voire très sympathiques. Euh, et dans Undeadpool, ce qui est très cool, c'est que cool. Dans le premier numéro, on est vraiment sur en fait un slasher quoi. Euh, c'est vraiment très dans le cliché de on voit les points de vue du tueur qui arrive près des adolescents, qui s'écartent un à un. Pour un coup, quelqu'un qui va les pisser dans les bois, un coup, c'est deux jeunes qui vont aller batifoler dans la forêt, etc. Sauf que ces adolescents-là, en fait, ce sont des super-héros. Ce sont des jeunes avec des pouvoirs qui se veulent être un peu les héritiers un petit peu de Alpha Flight, enfin voilà, une équipe de super-héros. Et on voit un petit peu Deadpool les traquer à la façon vraiment d'un monstre de slasher. Et en vrai, c'est plutôt cool. Ça fait vraiment un premier numéro un peu différent, un peu foutu de manière différente. Alors Matt, il y a la question du facteur auto-guérisseur qui est abordée de plusieurs manières. Dans les trois tie pardon, c'est trois numéros à chaque fois, et j'ai lu les trois pour les trois parce que c'était bien en fait. Euh, donc ouais, c'est abordé dans les trois numéros via différents points, différents aspects. Donc j'en dis pas plus. Donc voilà, Undeadpool. Et après, au-delà, les deux autres numéros, c'est un petit peu plus classique, mais ça crée des combos, ça crée des situations assez sympas, assez un peu loufoques, un peu what the fuck. Mais j'aime bien parce que Deadpool en fait pas des caisses. Donc en vrai, c'était bien. En vrai, non, ça donne, ça sort un peu du moule parfois, donc c'est cool. Et les événements de Undeadpool amènent quand même pas tout à fait directement, mais c'est quand même très lié en termes de chronologie à ce qui se passe dans Expatriate X-Men, où là pour le coup c'est l'équipe actuelle des X-Men euh, qui doivent amener quelqu'un jusqu'au Dark Child, donc Illyana Rasputin, et on voit un petit peu tout le périple pour amener cette personne-là jusqu'au Dark Child. C'est la merde. Traverser les territoires, c'est très compliqué. Tout le monde est un petit peu sus de tout le monde, en mode est-ce que t'es un traître, est-ce que t'as des agendas cachés, etc. Euh, c'est peut-être celui qui m'a moins captivé tout du long, mais la fin est quand même assez cool, un petit peu spectaculaire. Euh, Par contre, alors je sais plus dans lequel c'est. Je crois que c'est dans Expatriate X-Men. Euh, Non, ou alors c'est dans X-Vengeurs. Attends, il faut pas que je me. Non, c'est bien dans Expatriate X-Men. Euh, J'ai lu le Inglorious X-Force pour les numéros 1 de la VO. Oui, ça c'est après Et encore, et ouais. voilà, et je pense que je me suis pas spoilé, mais du coup, je pense que j'ai lu des choses qui se passent après
ce tie-in-là, du coup, j'étais un peu au courant de comment les choses allaient évoluer. Donc ça m'a un petit peu happé quelques surprises. C'est des surprises assez mineures, hein, c'est pas. Voilà. Mais voilà. Expatriate X-Men, ça commence un petit peu plus lentement, mais arriver à la fin, c'est quand même très très cool. Et comme j'ai dit, j'ai lu les 3 numéros pour les 3 tie-in, donc c'est que j'ai été. Enfin, ouais, c'est le truc m'a captivé à chaque fois et comme je savais que c'était que 3 numéros, je me suis tâté et puis voilà quoi. Donc en vrai, des bonnes additions, pas toutes pertinentes avec la trame principale, mais tant que ça reste bien, moi ça me va, hein. Alors, de mon côté, concernant le dernier numéro, euh, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé hein, ce dernier numéro. Oh, Non, c'est bon, je l'ai remis en arrière, je crois. Donc ah, t'as pas de. nickel. Ouais. Donc on peut pas se tromper, hein, Edge of Revelation final, voilà, tout simplement. Donc, comme je le disais, j'ai beaucoup aimé ce dernier numéro. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire. Donc le problème, c'est que je peux pas en dire grand-chose sans spoiler. Je peux juste vous dire que cette fois, on n'est pas dans la stagnation, qu'il y a deux, trois twists quand même très sympathiques et que perso, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la fin. Il y a quelques liens avec les tie donc ils ont quand même une certaine importance. Pas tous, c'est évident, comme dans tous les events d'ailleurs. Donc il y a certains tie qui ont leur importance. À l'inverse, certains autres sont clairement anecdotiques. Donc sans surprise, Deadpool, grâce au tie on sait ce qu'il devient dans cet univers de révélation. Ok. Par contre, il apparaît pas une seule fois donc dans les titres principaux. Je pense que vous vous en doutiez. À une planche bien précise, donc pareil, je ne vous dis pas laquelle, je dois bien avouer que je me suis dit, «Quoi, c'est tout? Tout ça pour ça?» Mais bah, non, encore une fois, c'était juste, bah, un twist. Donc bref, ouais, je franchement, j'ai beaucoup aimé, mais c'est chaud d'en parler sans spoiler, quoi. Et les dessins de Stegman sont très bons pour moi. Donc non, franchement, aucun point noir sur ce numéro pour moi. J'en suis très satisfait. Mais bon, on va quand même peut-être dire ce qu'on en a pensé donc, tous les deux. Donc moi, malgré cette petite stagnation dont j'avais parlé, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal du tout. Évidemment, l'event, elle a des allures de grosses parenthèses. C'est évident. Mais en même temps, c'est pas si surprenant étant donné qu'il s'agit donc d'un récit dans le futur d'un univers parallèle. Donc les répercussions sont donc inexistantes vis-à-vis du véritable univers X-Men. Tu peux sauter dans l'event, mais tu peux sauter aussi l'event, tout simplement. C'est vraiment pas grave pour la suite. Donc, en termes de continuité, que tu le lises ou pas, tu seras vraiment pas perdu. Maintenant, ouais, par rapport à la qualité globale de l'event, vis-à-vis des titres principaux et les quelques tie que moi j'ai pu lire, je trouve que ça serait quand même dommage de passer à côté. Je trouvais que c'était une bonne petite lecture. Il n'y aura pas de avant et après Edge of Revelation dans vos vies, hein, mais oui, clairement, moi j'ai passé un bon petit moment devant cet event. Niveau publication chez Panini, ton pronostic c'est quoi? Ça va être publié. Est-ce que ça va être bien fait quoi? Il me semble qu'ils l'ont déjà annoncé. Ça va partir sur les bouquins X-Men. Et ils vont remettre à zéro tout de suite après Edge of Revelation pour repartir à une numérotation donc A1 à peu de choses près comme les États-Unis l'ont fait quoi au final. Ok. Et je crois qu'ils ont aussi, je peux vous dire aussi en combien de bouquins ça va être plié chez Panini Comics parce que ça aussi il me semble qu'ils en ont parlé. Attends voir. Alors Bishop dit 7 tomes, mais c'est peut-être du troll, je sais pas. Non, il me semble que c'est ça. Ah bah voilà. J'aime beaucoup À 7 tomes, froid, moi. je voulais dire 7 mais je voulais vérifier d'abord. C'est des petits tomes quand même. Bah, c'est leur. C'est les formats souples là, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, ok. Donc non, je te confirme 7 numéros pour la saga Age of Revelation. Donc ils seront également les 7 derniers finalement de leur soupe. Et donc toi, verdict? Bah alors moi j'avoue, bah du coup j'ai pas suivi le côté principal, mais en fait en termes de tie je trouve qu'il y a quand même. Alors j'ai pas tout suivi jusqu'au bout, il y a pas tous les tie où j'ai fait tous les numéros, mais franchement je trouve que c'est quand même pas trop mal, hein. Franchement les tie
tous sont pas nécessaires, mais franchement, non, non, c'est plutôt bon, hein. Ok, ok, ok. Je pense que c'est même plus positif que la série principale, là où toi tu trouvais qu'il y avait des stagnations un peu au milieu. Moi, à chaque fois, j'avais toujours un peu de quoi me mettre sous la dent. Donc, après, il y avait beaucoup plus de taille, donc peut-être j'ai pu me raccrocher à d'autres choses, voilà, mais non, rien à redire. C'est Ouais, plus parce que que correct. c'est un peu ce que j'avais dit, parce que finalement, tu as deux titres principaux de trois numéros. Si tu rajoutes l'ouverture, la conclusion, les prologues, les machins, tu dois être à 8, 9 numéros en tout, je dirais. Donc, quand tu as ça et que tu as deux, trois numéros de suite où tu te dis, la vache, ça avance pas trop, c'est vrai que c'est un peu dommage, Mm, quoi. ouais. Mais sinon, en fait, je pense qu'on peut résumer ça assez facilement. Les titres où on voit le côté de révélation, souvent il n'y a rien à redire. Moi, clairement, j'ai beaucoup aimé. Les titres où, à l'inverse, on se focalise plus sur entre guillemets, la résistance, là, il y a tendance un peu plus à stagner du fait que pendant beaucoup de numéros, ils vont d'un point A à un point B, on va dire.